JM Analysis, un autre regard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de JM Analysis, une émission dédiée à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de France, une page écrite en 1720 à Marseille, l'épisode de la peste. La peste est une épidémie qui a ravagé impitoyablement la ville, qui a semé la mort et la terreur sur son passage. Pendant ces quelques minutes, nous allons examiner la nature de cette tragédie à travers, bien sûr, les récits, les témoignages de ceux qui ont vécu, mais plus précisément, nous allons observer la façon dont les médecins de l'époque et les Marseillais ont pu se battre avec des armes dérisoires contre cette terrible maladie. N'oubliez pas, chers amis, de vous abonner ou de cliquer sur le petit pouce afin d'encourager ce podcast. Tout commence en fait le 25 mai 1720. Le port de Marseille est en effervescence. Un navire revient de son périple en Méditerranée orientale. Navire chargé de richesses, chargé de promesses, et ce navire, c'est le Grand Saint-Antoine. À son bord, nous trouvons, comme à l'habitude, des marchandises précieuses, des soieries, des cotons filés, des indiennes, mais aussi, sans le savoir, nous trouvons la mort. Un personnage invisible, mais un personnage malheureusement bien présent. Le capitaine Château, capitaine du navire, va présenter aux autorités de Marseille une patente nette, c'est-à-dire un document officiel qui garantissait l'absence de maladies contagieuses dans le port d'origine. Pourtant, les historiens et nous savons à présent que plusieurs hommes de l'équipage sont morts en mer, victimes d'une fièvre mystérieuse. Un premier signe inquiétant d'ailleurs qui était totalement ignoré par les autorités sanitaires de l'époque. L'histoire en fait aurait pu s'arrêter là, mais le destin des maladies en a voulu autrement. Le 27 mai, 2 jours après l'arrivée du Grand Saint-Antoine, un matelot meurt à bord et le bureau de la santé de Marseille hésite en quelque sorte. Est-ce qu'il faut isoler ce navire sur l'île de Jars, comme le veut la procédure pour les cas suspects ? Finalement, sans doute sous la pression des négociants, impatients de récupérer leurs marchandises, la décision est prise de laisser le navire à l'île de Pomègue. Le corps du matelot est transféré plus tard aux infirmeries pour examen. Et la machine infernale est lancée. Les marchandises sont débarquées et placées en quarantaine, mais les précautions sont légères, sont insuffisantes. La peste couve. Et elle est là dans les ballots de soie, dans ces indiennes, dans ces recoins obscurs des entrepôts. Et bientôt, bien sûr, cette peste va commencer à frapper. Fin juin, le mal se répand au-delà du mur des infirmeries. Un tailleur de la rue Belle-Table tombe malade, suivi par d'autres, et les autorités, on peut l'imaginer, sont prises de panique. Mais c'est déjà trop tard. Le 1er juillet, la contagion s'étend dans les quartiers populaires, frappant aveuglément riches et pauvres. Car il faut le savoir, rien n'est plus démocratique que la peste. Alors face à cette calamité nouvelle, quelle va être la réaction du corps médical ? Car à Marseille, à cette époque, on pourrait dire que nous avons 3 acteurs. Nous avons la population civile qui est prise au piège. Nous avons les édiles et les magistrats de la ville, corrompus ou dépassés, ce qui n'a pas beaucoup changé, je dois dire. Et nous avons les médecins impuissants face à un mal qu'ils connaissent, certes, mais dont ils ne comprennent pas vraiment les causes, car je rappelle que le bacille de la peste ne sera identifié qu'au siècle suivant, en 1894, par le docteur Alexandre Yersin, et qu'au XVIIIe siècle, eh bien, chers amis, les antibiotiques n'existaient pas. Alors rappelons tout d'abord la façon dont la maladie se manifeste en ce mois de mai 1720. Cette peste se manifeste bien sûr après la piqûre d'une puce. Et
Vous allez me dire, pourquoi êtes-vous piqué par cette puce? Parce que cette puce infectait sans doute des rats. À Marseille, nous trouvons essentiellement des rats noirs qui commencent à mourir en grand nombre. Bon, ça n'a pas forcément été le cas à Marseille, mais on observe évidemment, avant l'infection des humains, souvent des morts importantes des populations de rats et de rongeurs. Alors les puces vont chercher d'autres hôtes, elles vont chercher, si vous voulez, d'autres vecteurs. Elles vont donc piquer vos chiens, elles vont piquer vos animaux domestiques ou vous-même. Après votre piqûre, sans doute moins d'une semaine plus tard à peu près, c'est le temps de l'incubation, le premier symptôme sera la fièvre. Une fièvre importante qui s'accompagne de frissons, de vertiges, puis le jour suivant apparaissent les bubons. Les fameux bubons qui sont des ganglions qui augmentent de volume de façon spectaculaire et qui deviennent, pour les pestiférés, extrêmement douloureux, et qui couvrent la région de l'aine ou du haut de la cuisse. Ce sont ces bubons d'ailleurs qui donnent à cette peste le nom que vous connaissez, c'est-à-dire le nom de peste bubonique ou ganglionnaire si vous voulez. Malheureusement, l'infection ne tarde pas à gagner le système nerveux et le malade s'affaiblit, généralement délire, et c'est là que les familles vont parfois sortir notre pauvre malade de la maison marseillaise afin d'éviter, bien sûr, la contamination, et le laissent dans la rue. Et on assiste à Marseille à des scènes vraiment pathétiques où les mourants jonchent les ruelles et d'ailleurs, entre parenthèses, infectent les passants et les animaux. Ce sont des scènes que vous connaissez sûrement, qui ont été gravées par les peintres de l'époque et qui insistent sur le chaos, sur le désarroi, car une épidémie comme la peste est toujours synonyme de panique et de désordre. En moins d'une semaine, la mort survient. Et les morts, malheureusement, se multiplient. Comme le dit un témoin de l'époque, Nicolas Pichati de Croix-Sainte. Écoutons son témoignage. La ville était dans une telle détresse que les survivants redoutaient d'enterrer les morts, craignant d'être contaminés eux-mêmes. Les fosses communes se multipliaient, mais elles ne suffisaient pas. Les cadavres jonchaient les rues. Nicolas Pichati de Croix-Sainte, journal abrégé de ce qui s'est passé en la ville de Marseille. Alors quels sont les moyens que les Marseillais de l'époque employaient pour lutter contre le mal? Le premier moyen, c'est la religion. On utilisait ce qu'on appelait des phylactères. Phylactère est un mot qui vient du grec phylacterion, phylacterion, qui signifie en grec talisman. Le talisman, le phylactère, c'est la protection du peuple. C'est généralement un morceau de parchemin ou de papier que les Marseillais portaient au bras ou au front et sur lequel étaient inscrits des passages sacrés, des passages des Écritures. Alors à Marseille, on va ressortir dans chaque maison des pages de l'Ancien ou du Nouveau Testament que l'on affiche à la porte pour que le mal n'entre pas. Ou alors on va chercher au grenier ou à la cave des amulettes, des reliques, des petits objets qui sont censés porter la marque de l'Esprit Saint. Et les Marseillais se disent que face à la peste, en quelque sorte, il n'y a que la foi qui sauve. Ce sera d'ailleurs l'essence des actions et des discours de Monseigneur Belzunce aux citadins marseillais. Finalement, la meilleure des médecines, c'est peut-être la foi vive, disait-il, du croyant. Mais après la religion vient la médecine, la science. La médecine, qui est une médecine traditionnelle, une médecine qui est encore imprégnée d'Hippocrate, de Galien et surtout de leur théorie des humeurs. Selon cette théorie des humeurs, le corps humain est composé de 4 humeurs. 4 humeurs fondamentales, le sang, le flegme, la bile jaune qui provient du foie, l'atrabile noire qui est produite par la rate. Chaque humeur en fait correspond à un tempérament et à un élément naturel. Le sang correspond à l'air, le flegme à l'eau, la bile jaune au feu et l'atrabile noire à la terre.
Les anciens croyaient véritablement que la santé était le résultat d'un équilibre harmonieux entre ces 4 humeurs. Lorsque cet équilibre était perturbé, en raison par exemple d'une maladie comme la peste, l'excès d'une humeur spécifique pouvait causer des symptômes pathologiques. Et pour rétablir l'équilibre, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Eh bien, il fallait évidemment convoquer et payer notre médecin, mais il fallait surtout éliminer l'humeur qui était en excès. Ce processus s'appelait élimination de la mauvaise humeur. Et ce processus était au cœur des pratiques médicales de l'époque. Alors, comment faisait-on pour enlever la mauvaise humeur de nos pestiférés ? Bien, les méthodes utilisées par les médecins marseillais pour éliminer ces humeurs excessives incluaient plusieurs techniques drastiques, d'une certaine manière. Tout d'abord, les vomissements. Voilà. Rien de tel, pour des vomissements qui étaient induits par des substances bien précises, qu'on appelle des substances émétiques, qui étaient censées expulser l'excès de bile ou de flegme. La transpiration, qui était stimulée aussi pour éliminer cette mauvaise humeur, pour purifier le corps des excès par les pores de la peau. Les purgations, c'est-à-dire des lavements, qui étaient administrés pour évacuer l'excès de liquide par l'intestin. Enfin, les fameuses saignées. Si vous avez lu un peu de Molière, vous vous rappelez de ces saignées qui consistaient à prélever du sang, souvent d'ailleurs de manière répétée, afin de réduire un excès sanguin. Et puis, bien sûr, l'incision des bubons. En cas d'infection comme la peste, cette incision permettait de drainer le pus et d'éliminer, bien sûr, les substances pathogènes qui s'accumulaient. Chers amis, il va de soi que ces pratiques étaient non seulement rudimentaires, mais souvent dangereuses. Elles affaiblissaient considérablement les malades, et on peut dire que le remède était souvent pire que le mal. Il y a également une troisième catégorie de remèdes qui reposait, elle, sur ce que j'appellerais le bouche à oreille, c'est-à-dire les superstitions locales. Le peuple marseillais, il faut le savoir, appréciait beaucoup ce qu'on appelle la pharmacie aromatique, c'est-à-dire les parfums. Au XVIIIe siècle, lors de cette peste de 1720, là, il existait une préparation qu'on appelait eau impériale et qui était utilisée souvent pour se protéger. D'ailleurs, on fabriquait à Marseille des costumes spécifiques pour les médecins qui comprenaient des masques qui étaient remplis de parfums, de substances aromatiques, qui étaient également cousus pour filtrer l'air et pour éviter l'infection. Les médecins de la peste utilisaient également des poudres fumigatives pour désinfecter les environnements. C'était un spectacle étonnant que de les voir entrer dans ces maisons du vieux Marseille. Et ces poudres, d'ailleurs, se divisaient en 3 catégories. Vous aviez des poudres très fortes, à base de soufre, pour éliminer les miasmes. Vous aviez une poudre commune qui était utilisée pour désinfecter les adultes. Et puis, pour les enfants, on avait inventé une poudre douce. Il faut cependant noter que les parfums utilisés pour désinfecter les habitations étaient souvent à base de soufre, à base d'arsenic. Et il n'est pas totalement exclu que cela ait pu agir sur la destruction des puces. Mais le remède, sans doute le plus populaire chez les Marseillais, était le vinaigre des 4 voleurs. Ce vinaigre était un remède légendaire apparu au XVIIe siècle et on en signale la présence à Toulouse lors d'une épidémie de peste. En fait, il s'agit de 4 voleurs qui furent surpris, en train de dépouiller des cadavres infectés. Et nos 4 voleurs restaient en bonne santé malgré une préparation à base une préparation à base de vinaigre et de plantes, des plantes médicinales qu'ils buvaient et qu'ils appliquaient en quelque sorte sur leur corps. Alors ces 4 voleurs furent capturés et demandèrent la vie sauve en échange de leurs secrets pour se protéger de la peste. Et bien qu'ils aient révélé leurs recettes aux autorités, en échange de la promesse d'être, comme je l'ai dit, d'être épargnés, ils furent finalement exécutés.
Alors ce remède est devenu célèbre pour son efficacité et il faut savoir qu'il a été utilisé lors de nombreuses épidémies et intégré à la pharmacopée française dans les années 1700-1740. On dit qu'il était encore utilisé aujourd'hui, j'en doute, mais enfin ce vinaigre des 4 voleurs est préparé en faisant macérer une dizaine de plantes dans du vinaigre de cidre, ce qui en fait un antiseptique naturel, aux multiples vertus thérapeutiques bien sûr. Enfin, parlons de l'accoutrement des médecins qui reposait lui aussi sur des croyances anciennes, parfois un petit peu naïves, comme le bâton de Saint-Roch. Les médecins de peste, comme on les appelait, étaient revêtus d'un grand manteau de cuir ou de manteau de toile cirée, d'une cagoule, de chausses, de bottes, qui empêchaient bien sûr l'introduction des puces, et surtout d'un masque à grand bec recourbé, qui généralement enfermait un mélange d'herbes aromatiques, de parfums censés être antiseptiques. Et nos médecins utilisaient une baguette de couleur blanche ou rouge qu'on appelait canne ou baguette de Saint-Roch. Alors pourquoi la canne de Saint-Roch était-elle aussi populaire ? Ce Saint-Roch, en fait, était un habitant, non pas de Marseille, mais de Montpellier, qui avait vécu à la fin du Moyen-Âge. Il est né environ vers 1350 et il décéda 28 ans plus tard de la peste elle-même. Et ce Saint-Roch, ce jeune garçon, était devenu une sorte de saint qui s'occupait exclusivement des malades pestiférés. Évidemment, l'Esprit de Dieu n'a pas pu, vous en doutez, le préserver éternellement de la maladie et lui-même, ce Saint-Roch, fut contaminé. Il décida alors de se retirer, de s'isoler dans une forêt, afin de ne pas contaminer d'autres personnes. Et pendant plusieurs jours, le chien du voisin lui apporta de la nourriture. C'est pourquoi on le représente toujours avec un bubon sur la jambe et un chien. Et son bâton, le fameux bâton de Saint-Roch, était utilisé aussi bien par les médecins que par les habitants de Marseille pour éloigner les malades et en même temps, pourquoi pas, se protéger de la maladie. Mais parmi toutes ces mesures que j'énumère ici, la plus efficace sans doute fut l'isolement des malades. C'est-à-dire, et vous connaissez sûrement ce terme, le confinement. Cette technique du confinement va être appliquée de manière stricte par un chevalier que les Marseillais connaissent bien, qui est le chevalier Rose. Même si cette technique a un coût, il faut savoir que pour confiner, il fallait faire appel évidemment à un personnel, à des volontaires. Et à Marseille, on avait appelé ces volontaires, on en a dénombré plus de 1000, qui étaient des volontaires, des Marseillais et des forçats, qui devaient isoler les malades, qui devaient ramasser les cadavres, qui devaient organiser les secours. Il n'y eut malheureusement dans cette équipe de choc que 3 survivants. Cette technique du confinement comporte en fait plusieurs niveaux, dirais-je. Il y a tout d'abord le confinement d'une personne, c'est le confinement du malade. On s'éloigne du malade. Il y a également la maison. On emmurait des quartiers, des maisons entières pour s'éloigner des germes nocifs. Il y a également le confinement du navire. C'est ce qu'on appelle en français un lazaret,
ou maison de la peste, comme disent nos voisins anglais. Et Marseille comptait 4 lazarets. Confinement également de la cité. Il faut savoir que certaines villes de Provence ont été épargnées, comme La Ciotat par exemple, grâce à leurs grosses murailles qui constituaient des protections rêvées. À Marseille d'ailleurs, on a fermé les portes de la ville pour bien sûr freiner la contagion. Et puis confinement de la région. N'oublions pas le mur de la peste, un mur qui était long de 27 km et qui fut érigé dans le Vaucluse pour isoler la Provence pestiférée. Ce confinement fut, à vrai dire, la seule mesure vraiment efficace en l'absence de traitement. Mais, rappelons-le, il faut que le confinement soit total, ce qui était particulièrement difficile à réaliser. Nous l'avons vu d'ailleurs lors de la dernière épidémie de peste chinoise que nous avons connue, c'est-à-dire la Covid. Face à l'impuissance, les Marseillais cherchent des coupables, bien sûr. Certains accusent les autorités parce qu'elles ont, et c'est vrai, négligé les mesures de quarantaine. D'autres vont pointer du doigt les marchands. Vous savez, ces gens qui sont toujours avides de profit au mépris de la sécurité publique. Le chaos règne, bien sûr, et ces mesures de confinement sont imposées, mais sans doute trop tard. Les murs ne peuvent plus, en fait, contenir la peste. L'épidémie finira par s'éteindre, tant mieux, comme une flamme qui consume tout sur son passage, mais les cicatrices laissées par la peste, disons-le, sont profondes. Marseille est une ville en deuil, au XVIIIe siècle, marquée à jamais par cette catastrophe. Les survivants se reconstruiront, mais la mémoire de la peste de 1720 continuera bien sûr de hanter la ville pendant des siècles. Cette tragédie deviendra d'ailleurs source d'inspiration pour les écrivains. Elle va hanter littéralement l'imaginaire collectif bien au-delà de Marseille. Daniel Defoe, dans son journal de l'année de la peste, relatera les horreurs de la Grande Peste de Londres en 1665, tandis qu'Albert Camus, dans La Peste, évoquera les ravages de l'épidémie à Oran. Ces auteurs transformeront ces événements en symboles universels de la condition humaine face au fléau. Après tout, chers auditeurs, le meilleur remède contre la peste n'est peut-être pas médical, mais littéraire.